Hello. L'idée de cette vidéo, c'est de traiter de sujets de prospection, mais de manière peut-être un petit peu moins technique que d'habitude. Euh, je pense que la prospection, c'est un des sujets qui a été le plus technifié, on va dire, sur ces dernières années, parce que l'arrivée de l'IA, l'arrivée de beaucoup de logiciels a complètement changé les choses. Et je pense que pour des boîtes qui débutent, ou du moins euh, qui n'ont pas une grosse expérience en prospection, ça peut être un peu compliqué à suivre. On peut se dire qu'il faut des compétences de dingue, il faut des équipes techniques de folie, il faut payer des outils plusieurs centaines, si ce n'est milliers d'euros par mois pour faire de la prospection. Et in fine, ce n'est pas ça. Bien évidemment qu'il y a certaines boîtes qui doivent mettre en place ça, ou des objectifs qu'ils ont, des cibles qu'elles peuvent avoir. Mais dans les faits, on peut très bien encore prospecter en 2026 avec peu d'outils, peu de budget et sans grosses compétences techniques. Puisqu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la prospection, ça reste une relation d'humain à humain. Alors certes, qu'on vient de digitaliser de par le fait qu'on contacte par mail, par LinkedIn, qu'on envoie des messages sans réellement connaître la personne, mais ça reste une relation d'humain à humain. Et ça, n'importe qui peut la mettre en place à n'importe quel prix avec n'importe quel outil. Donc c'est un peu de ça que je veux traiter avec ces épisodes. Parler de sujets de prospection en essayant de ne pas rentrer trop dans la technique pure, parce que ça, c'est notre boulot. Et je pense que beaucoup de boîtes vont se rendre compte que c'est un vrai métier de mettre ça en place. Et soit elles ont les équipes pour, elles peuvent le faire, soit elles n'ont pas encore les équipes pour. Et dans ces cas-là, il va falloir déléguer à un moment donné pour bien faire les choses. Mais plutôt rentrer sur la partie stratégique, d'accord? Parce qu'avant de mettre en place des choses techniques, peut-être que vous aurez envie de tester par vous-même, ce qui est normal, ce qui est même peut-être bon signe, j'ai envie de dire, pour comprendre quels sont réellement les enjeux, quels sont les points de friction, qu'est-ce qui fonctionne déjà bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. C'est bien d'arriver déjà avec des connaissances sur son marché et des tests. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être suréquipé et surtechnifié la chose. En fait, pour moi, la prospection, comme je vous l'ai dit, c'est une relation d'un humain à un humain. D'accord? En l'occurrence, de vous, de vos sales, de vous en tant que CEO, à des clients potentiels. D'accord? À peu près comme toute relation humaine, c'est très compliqué d'arriver devant quelqu'un que l'on ne connaît pas, d'exiger quelque chose ou de demander quelque chose qui va nécessiter un effort de la part de la personne en face, sans rien lui amener. Et ça, c'est le concept premier en prospection, c'est qu'on arrive rarement en demandant quelque chose, en exigeant quelque chose. Et typiquement, toutes les approches du type prenez un rendez-vous sur ce lien-là, euh, vous faites mal potentiellement votre métier, on peut vous aider à le faire mieux, revenez chez nous, voilà pourquoi notre service est meilleur que tout le monde. Ça, en fait, c'est des approches qui pouvaient fonctionner il y a quelques années, de par le fait qu'il y avait très peu de prospection, donc peu de concurrence. Donc, c'était des messages qui, dans tous les cas, performaient pas très bien, mais pouvaient obtenir des réponses de par le fait que le marché n'était pas surchargé, avec plein de demandes. Mais aujourd'hui, en 2026, quand on voit à quel point la prospection peut être accessible, surtout avec des outils comme Claude, même si, petite digression, mais tous les vendeurs de formation, toutes les personnes qui vous disent qu'aujourd'hui on peut prospecter 100% avec Claude, que ça va être hyper qualitatif, que vous n'avez plus rien à faire, que vous pouvez virer toute votre équipe sales. Franchement, moi aujourd'hui, je connais pas une boîte qui travaille à 100% avec Claude sur des sujets de prospection. Et preuve en est, et je pense que c'est le meilleur exemple possible, des boîtes comme OpenAI, des boîtes comme Anthropic, elles n'ont jamais autant recruté de sales. Hop. Elles n'ont jamais autant recruté de sales que maintenant. C'est pas pour rien. Si leur techno était suffisamment en place pour pouvoir gérer de la prospection de A à Z, pour gérer des appels tout seul, envoyer des messages qu'elle fait tout seul avec du contexte, à aucun moment elles iraient recruter et payer des centaines de milliers d'euros tous les mois en salaire de commerciaux. D'accord? Donc, ça prouve bien que l'IA n'est pas encore en mesure de tout gérer tout seul, et tant mieux, parce que ça fait que des agences comme nous, on peut encore fonctionner et qu'on a un vrai intérêt, et surtout que le métier de commercial n'est pas mort, ce qui serait un petit peu triste à mes yeux. Bref, digression finie. Donc aujourd'hui, la prospection, elle est super accessible et c'est plutôt un bon point parce que ça permet à n'importe quelle boîte d'aller faire du business. Donc, si je reprends ce côté message où vous demandez quelque chose directement, il faut complètement abolir, d'accord? Parce que si vous faites ça, si vous avez une très grosse profondeur de marché, c'est-à-dire
qu'on appelle un TAM, Total Addressable Market. Si vous avez potentiellement des dizaines et des dizaines de milliers d'entreprises que vous pouvez adresser, vous allez avoir des retours parce qu'il y a toujours l'exception qui confirme la règle et vous allez peut-être obtenir ce 1% de réponses positives ou sur un message très pushy comme ça. Il y a une boîte pour qui ça va être le bon momentum. Elles sont peut-être bien typiquement en recherche de quelqu'un sur des services que vous proposez et donc elles vont quand même répondre positivement. Mais ça, c'est pas de la prospection qualitative. Alors, après, j'ai envie de vous dire, prospection qualitative ou pas, vous, si votre objectif c'est de générer du rendez-vous et de par la taille de votre marché, vous pouvez vous permettre de faire ça et à 1% de positive reply vous permet d'avoir suffisamment de rendez-vous tous les mois, j'ai envie de dire, allez-y, foncez. Sauf que la problématique, c'est ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que ce type d'approche, les taux de réponse diminuent et je pense que globalement, ça va faire que diminuer sur les mois, années à venir, ce type d'approche-là en matière de taux de réponse. Et donc, potentiellement, vos rendez-vous, ils vont aller vers une... donc, il y a ce côté approche qui est, pour moi, à proscrire. Ok. Ensuite, il y a vraiment ce côté infrastructure. Alors, j'ai dit que je voulais pas rentrer trop dans la technique dans ces vidéos-là, mais il faut bien comprendre qu'il y a une infrastructure à respecter. Et la règle de base, c'est qu'on ne prospecte pas avec son nom de domaine principal, celui où votre site est connecté. On ne prospecte pas du coup avec les adresses mail professionnelles qui sont connectées dessus, puisqu'a priori, c'est ces adresses mail-là qui vous servent à discuter avec vos clients, avec vos partenaires, envoyer des devis, envoyer des factures, etc. Donc, surtout, on ne touche pas à ça, puisque ça peut vous faire tomber en spam. D'accord. Donc, l'objectif, sans rentrer trop dans la technique, c'est de créer une infrastructure parallèle, des noms de domaine et des adresses mail qui sont consacrés à votre prospection, d'accord, qui vont être utilisés que pour ça. Et j'ai envie de vous dire, du coup, on s'en fiche que derrière, elle soit blacklistée parce que ça va arriver quand on fait de la prospection, c'est quasiment inévitable à un moment donné que des adresses mail soient flaguées par des fournisseurs de messagerie en tant que spammer, puisque quand on fait de la prospection, qu'on envoie un certain volume de mails tous les jours, bon, c'est de la prospection, on n'a rien à détecter, mais c'est normal, c'est le jeu, d'accord. Donc il y a vraiment un enjeu d'infrastructure aussi, en fonction du nombre de rendez-vous que vous voulez générer tous les mois, en fonction de votre taux de closing, et ben, en fait, vous allez pouvoir avoir un nombre d'adresses mail et de nom de domaine à acheter. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous mettre un mini simulateur dans la description. Vous aurez juste à avoir que le nom de rendez-vous que vous souhaitez avoir, à peu près le taux de closing que vous voulez, enfin que vous avez en moyenne. Et puis, je vais vous faire des simulations avec un taux de réponse plutôt bas, donc 1% de positive reply, jusqu'à un taux de réponse positive assez haut, entre 3 et 4%, et ça vous permet de voir à peu près la taille de l'infrastructure dont vous aurez besoin. Donc, pas des messages trop pushy, pas des approches trop directes, une infrastructure qui tient la route. Et un troisième point qui est super important, on s'arrêtera là pour cette vidéo, il y en a plein d'autres à traiter, c'est la partie de base de données, les contacts en fait que vous avez. Aujourd'hui, on peut faire du scrapping assez facilement, c'est-à-dire qu'il y a plein de bases de données qui existent, du Apollo, du Faro, euh, euh, du Prospeo, enfin bref, il y a plein de bases de données actives qui existent, d'accord? La problématique des bases de données qui sont préconstruites, c'est justement qu'elles sont préconstruites, donc ce n'est pas de la data fraîche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, dans votre ciblage, si vous ciblez, je ne sais pas moi, des CEO en Île-de-France, potentiellement qu'il y en a qui ne sont plus à ce poste-là et qui n'ont pas été détectés, puisque ces bases de données, elles sont rafraîchies au mieux à peu près tous les mois, et pour d'autres, c'est peut-être tous les 2, 3, 4 mois. Et donc, potentiellement, vous allez avoir un décalage entre la donnée qu'on vous affiche et la donnée réelle, d'accord? Donc, en termes de données, moi, je ne peux que conseiller à des entreprises d'aller sur de la data fraîche. Ce qu'on appelle de la data fraîche, c'est de la donnée qui est extraite à un instant T. Vous voulez prospecter aujourd'hui, vous allez chercher la donnée aujourd'hui, d'accord? Et vous allez extraire la donnée aujourd'hui. Donc pour ça, la meilleure source de données en B2B, c'est Sales Navigator, pour la simple et unique raison que sur LinkedIn, ce sont les entreprises et les personnes qui update leur statut. Et donc, a priori, quand quelqu'un change de poste, elle le renseigne assez rapidement, directement sur LinkedIn. Quand il y a une grosse nouveauté pour une entreprise, a priori, elle poste sur LinkedIn assez rapidement. Et donc, tout ça, ça nous permet d'avoir la donnée la plus fraîche possible, d'avoir le plus de contexte possible. Et ça, c'est super important parce que ça vous permet de contacter les personnes, du coup, avec les bonnes informations, c'est qu'ils sont au bon poste, dans la bonne entreprise, au bon moment, d'accord? Et puis, il y a plein de CEO intéressants qu'on peut capter sur LinkedIn. Des personnes qui sont passées sur vos profils assez récemment, des personnes qui ont liké vos posts LinkedIn, des personnes qui ont liké les posts LinkedIn de vos concurrents, des personnes, enfin des entreprises qui ont émis des offres d'emploi assez récemment, des entreprises qui ont grossi en termes de salariés. Il y a plein de petits signaux comme ça qu'on peut utiliser qui peuvent déjà vous aider à nourrir votre prospection et ne pas juste faire un sourcing massif basé sur des critères un peu plus firmographiques, taille d'entreprise, localisation, secteur. C'est déjà bien, c'est une base, il faut ça, puisque si c'est votre cœur de cible, il faut contacter ces entreprises-là. Mais vous pouvez rajouter au moins comme ça une surcouche, qu'on pourrait appeler non pas forcément d'intent data, mais de signal du moins,
qui peut vous laisser penser qu'une entreprise est pertinente à contacter. Je vous donne un exemple tout bête pour finir, mais imaginons que vous contactez des entreprises dans le secteur agroalimentaire en Île-de-France. Bon, bah, a priori, si vous faites un sourcing de toutes ces entreprises-là, bien évidemment, c'est vos cœurs de cible, donc il faut les prospecter, mais ce n'est peut-être pas le bon momentum pour elles. Par contre, si vous avez là à détecter qu'une entreprise a posté récemment sur LinkedIn une information qui est directement en lien avec ce que vous faites, à cette entreprise-là, elle est vraiment dans la priorité en fait, des entreprises à contacter. Et donc ça, c'est super important pour la prospection parce que ça permet d'arriver avec du contexte. Et quand on a du contexte, c'est beaucoup plus simple de créer une discussion. On crée beaucoup plus facilement une discussion avec un inconnu quand on est une soirée. Vous avez été invités tous les deux parce qu'il y a ce contexte de soirée qui vous réunit, donc qui permet de créer la discussion. Plutôt qu'aborder quelqu'un dans la rue, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas de contexte spécifique, d'accord? Et donc potentiellement, si vous n'avez pas la bonne approche, ben, la personne ne voudra pas échanger avec vous, ce qui est plutôt normal. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Je compte en faire plein, mais sur des sujets divers liés à la prospection, sur les outils, sur du scoring, sur du routing. Tous les concepts de prospection qui sont super importants à maîtriser, même si vous n'êtes pas un professionnel et que vous ne voulez pas en faire votre profession, mais qui sont super importants si vous souhaitez commencer à mettre en place de la prospection chez vous. Et puis bien évidemment, je ne cesse de le répéter, mais chez Upscan, nous on est une agence de prospection, c'est-à-dire qu'on fait ça matin, midi et soir. On teste des choses dans tous les sens, on sert de base de données, d'outils, de copywriting, d'approche. On a accompagné plus de 80 clients B2B sur les 2 dernières années, ce qui fait que on a une très très bonne connaissance du marché, surtout du marché français, où on est très exposé, et du marché UK et aux États-Unis, où on a aussi beaucoup de clients avec lesquels on est amené à prospecter. Donc si jamais, à un moment donné, vous avez déjà testé de prospecter par vous-même, vous n'avez pas forcément eu suffisamment de résultats, ou du moins les résultats escomptés, ben, n'hésitez pas à prendre un petit point avec moi sur le lien que je vais laisser en dessous de la vidéo pour en discuter. Au pire des cas, on vous donne des recommandations, on fait un échange intéressant, on essaie de vous donner tous les insights possibles. Et puis, si pour vous, il y a matière à avancer, on ne sera pas à vous proposer les différents packages qu'on peut proposer pour nos clients et qui vous permettront d'aller générer plus de journées. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format-là. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao.